Il y a comme dans toute chose, des choses agréables et des choses un petit peu moins agréables. Disons qu'elles sont contrastées. Bienvenue sur votre chaîne Icônes et Silences, le lieu où les légendes murmurent enfin leurs secrets les plus enfouis. Aujourd'hui, nous ouvrons le dossier d'une étoile qui a brûlé trop vite, un homme qui a dansé avec la lumière jusqu'à ce que l'ombre le rattrape. Imaginez un décor de neige éternelle et aveuglante. Nous sommes à Lézin, en Suisse, les 9 et 10 mars 1978. L'air est glacial, pur, presque irréel. Au milieu de ce paysage blanc, une silhouette en rouge et noir s'agite avec une énergie frénétique. C'est lui, Claude François, l'idole de toute une génération, en train d'enregistrer ce qui deviendra ses dernières images pour la télévision. Il sourit à la caméra, il rit, il plaisante avec les techniciens. Pourtant, ceux qui étaient là ce jour-là ont remarqué quelque chose de différent, une ombre fugace dans son regard habituellement si perçant. À cet instant précis, à seulement 3 jours du drame qui allait plonger la France entière dans le deuil, Claude François semblait porter un poids invisible. Était-ce la fatigue d'une vie passée à courir après la perfection, ou était-ce quelque chose de plus mystérieux, une intuition sourde que le temps lui était désormais compté? On raconte qu'il surveillait avec anxiété ses biorhythmes, ses courbes d'énergie vitale auxquelles il croyait fermement, et que la ligne rouge indiquait une zone de danger critique pour ce fameux samedi 11 mars. Comment un homme qui contrôlait chaque millimètre de sa vie, chaque note de ses chansons et chaque pas de ses danseuses, a-t-il pu être surpris par le destin de manière si brutale? Sous les paillettes et les costumes cintrés, Claude François n'était pas seulement la star capricieuse décrite par les journaux à scandale, il était un homme blessé, hanté par le besoin éperdu de prouver sa valeur à un père qui ne l'avait jamais compris et poursuivi par une peur viscérale de l'échec. Ce samedi-là, dans son appartement parisien du boulevard Exelmans, ce n'est pas simplement un accident qui nous l'a ravi, c'est peut-être la conséquence tragique d'une obsession dévorante pour l'absolu. Mais pour comprendre pourquoi le destin a frappé si fort ce jour-là, nous devons remonter le temps et découvrir l'homme derrière le mythe, celui que personne ne voyait vraiment lorsque les projecteurs s'éteignaient. Pour comprendre pourquoi la chute fut si vertigineuse, il faut d'abord mesurer la hauteur du sommet qu'il avait atteint. Dans la France des années 60 et 70, Claude François n'était pas seulement un chanteur, il était une centrale électrique humaine, une source inépuisable d'énergie pour un pays en pleine mutation. Tout a commencé comme une explosion avec Belle, 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 un hymne à la joie qui a fait de lui presque instantanément le prince de la vague yéyé. Alors que la jeunesse française cherchait à s'émanciper, Clo-Clo leur offrait un rythme, une couleur et une promesse de bonheur éternel. Mais derrière ce sourire éclatant qui s'affichait en couverture de tous les magazines, se cachait une ambition féroce, forgée dans la douleur de l'exil et le rejet paternel. Claude ne voulait pas simplement réussir, il voulait être incontournable, il voulait que son nom résonne si fort que même son père, muré dans son silence désapprobateur, soit obligé de l'entendre. Chaque concert était une bataille gagnée contre l'oubli, chaque disque d'or était une revanche sur le destin qu'il avait chassé de son paradis égyptien. Il est devenu l'homme aux 1000 succès, enchaînant les tubes comme Le Lundi, Au Soleil ou Cette année-là. Des mélodies qui semblaient légères mais qui étaient produites avec une précision chirurgicale. C'est cette quête d'absolu qui a donné naissance à un monument de la musique mondiale. Lorsqu'il compose, comme d'habitude, inspiré par sa rupture douloureuse avec France Gall, il ne se doute pas qu'il est en train d'écrire l'une des chansons les plus reprises de l'histoire, devenant plus tard le légendaire My Way de Frank Sinatra. Ce chef-d'œuvre mélancolique révélait déjà la faille dans l'armure. Derrière la star qui fait danser les foules se tenait un homme profondément seul, capable de transformer sa tristesse en or. Il a révolutionné le spectacle à la française en introduisant ses célèbres Claudettes, imposant une rigueur visuelle et chorégraphique inédite en Europe. Rien n'était laissé au hasard, la position d'un projecteur, la couture d'un costume, le tempo d'une batterie, tout devait être parfait car pour Claude, l'imperfection était synonyme de mort professionnelle. Il était partout, sur toutes les ondes, sur tous les écrans, incarnant le rêve d'une réussite absolue. Il avait conquis le cœur des Français, il avait bâti un empire, il était le soleil autour duquel tout semblait tourner. Pourtant, cette ascension fulgurante avait un prix exorbitant. Plus il montait haut, plus l'oxygène se faisait rare. L'homme qui chantait la joie de vivre dormait à peine 4 heures par nuit, rongé par l'angoisse que tout s'arrête,
que le public se détourne, que la lumière s'éteigne. Il ne savait pas encore que cette obsession du contrôle, cette incapacité à lâcher prise allait devenir le piège qui se refermerait sur lui. Alors que les années 70 touchaient à leur fin et que le disco d'Alexandrie Alexandra faisait vibrer les discothèques, les fissures commençaient à apparaître sur la statue du commandeur, des fissures invisibles pour le public, mais béantes pour ceux qui vivaient dans son ombre immédiate. Si le public ne voyait que le sourire éclatant de l'idole, les coulisses, elles, résonnaient souvent des éclats de voix d'un homme à bout de nerfs. Claude François n'était pas seulement un artiste, c'était un patron redoutable, un chef d'entreprise qui gérait son empire, le magazine Podium et son label Flèche. Avec une main de fer, ceux qui ont travaillé avec lui décrivent un climat de tension permanente où la moindre erreur pouvait déclencher des tempêtes. Il était capable de stopper une répétition pour un projecteur mal orienté d'1 millimètre ou pour un fil qui traînait au sol. Cette obsession du détail n'était pas un caprice de star, c'était une névrose, une manière désespérée de contrôler un monde qu'il sentait toujours prêt à s'effondrer. Il terrorisait ses musiciens et ses Claudettes, non par méchanceté pure, mais parce qu'il exigeait d'eux ce qu'il s'infligeait à lui-même, une perfection inhumaine. Mais le prix le plus cruel de cette gloire dévorante ne fut pas payé par ses employés, mais par sa propre chair et son propre sang. Pour maintenir l'illusion d'être le fiancé disponible de toutes les Françaises, Claude a fait un choix qui nous glace le sang aujourd'hui. Il a décidé de cacher l'existence de son second fils, Marc, pendant 6 longues années. Imaginez la violence de ce secret. Un père qui aime ses enfants, mais qui les condamne à l'ombre pour ne pas briser son image de séducteur éternel. Il devait jouer la comédie jusque dans sa vie privée, enfermant sa famille dans une forteresse de mensonges, sacrifiant la vérité sur l'autel de sa popularité. C'était un pacte faustien. Il avait l'amour de millions d'inconnus, mais il s'interdisait de vivre une vie normale avec ceux qu'il aimait vraiment. Il était devenu prisonnier de son propre mythe. L'homme qui chantait l'amour vivait dans une solitude effrayante, entouré d'une cour qui le craignait plus qu'elle ne l'aimait. Il vérifiait tout, comptait tout, ne dormait jamais, hanté par la peur panique d'être volé, trahi ou oublié. Cette méfiance maladive l'isolait de plus en plus. Il ne pouvait faire confiance à personne, car dans ce milieu impitoyable, il savait que la bienveillance était souvent un masque pour l'intérêt. Même les femmes qui traversaient sa vie finissaient par s'épuiser face à ce tourbillon d'exigence et de jalousie possessive. Il voulait tout posséder, tout retenir, comme s'il essayait de combler le vide laissé par ce père qu'il avait renié autrefois. Sous les costumes à paillettes, Claude François était un homme en sursis, brûlant la chandelle par les 2 bouts. Il se battait contre le temps, contre l'âge, contre l'imperfection, mais on ne peut pas lutter éternellement contre la réalité. À force de vouloir tout contrôler, même l'électricité qui l'entourait, il avait tissé sans le savoir les fils de sa propre tragédie. Alors que l'année 1978 débutait, l'étau se resserrait. L'atmosphère autour de lui devenait lourde comme chargée d'électricité statique et les incidents se multipliaient comme autant d'avertissements qu'il refusait d'écouter. Le destin frappait à la porte et bientôt, il n'aurait plus d'autre choix que de lui ouvrir. Nous voici arrivés au cœur du mystère, à ces quelques heures qui précèdent l'irréparable, où le temps semble se distordre étrangement. Le jeudi 9 mars 1978, Claude François s'envole pour Leysin, une station de ski huppée en Suisse, pour enregistrer une émission spéciale de la BBC intitulée Snowtime Special. Sur les images d'archives, le contraste est saisissant, presque violent. On voit Claude vêtu d'une parka rouge vif ou d'un anorak noir, chanter et danser au milieu d'une étendue de neige immaculée et silencieuse. Il interprète Bordeaux Rosé avec son professionnalisme habituel, souriant à la caméra, mais ceux qui le connaissent intimement sentent que quelque chose est brisé. C'est durant ce court séjour helvétique que la légende des cygnes prend tout son sens. Claude, toujours passionné par les mystères de l'existence, accordait une importance particulière à l'étude des biorhythmes, ces cycles biologiques censés prédire les fluctuations de notre énergie vitale. Selon ses proches, il était terriblement préoccupé ce week-end-là. On raconte qu'un ami biologiste l'avait mis en garde. Ses courbes physiques et émotionnelles allaient se croiser
dangereusement le samedi 11 mars, créant une zone critique où la vigilance devait être absolue. Était-ce une prophétie autoréalisatrice ou une véritable intuition? Quoi qu'il en soit, Claude semblait habité par une urgence anormale, une fébrilité qui dépassait le simple stress du métier. Il confiait à son attaché de presse qu'il se sentait fatigué, non pas d'une fatigue physique, mais d'une lassitude de l'âme, comme si le poids de son propre personnage devenait soudain insupportable à porter. Le vendredi 10 mars au soir, il regagne Paris. L'atmosphère dans son appartement du 46 boulevard Exelmans est étrangement calme. Il retrouve sa compagne Cataline et prévoit un week-end chargé car l'Amérique l'attend. Il doit s'envoler pour Londres la semaine suivante, puis pour les États-Unis, le rêve ultime de sa carrière. Tout semble prêt pour le grand saut international. Pourtant, cette nuit-là, une ombre plane. Il est rentré épuisé de Suisse, hanté peut-être par cette date fatidique du 11 mars qui approchait à grands pas. Il ne savait pas que le destin, cruel et ironique, ne l'attendait pas sur une scène américaine grandiose, mais dans l'intimité banale de sa propre salle de bain. Les aiguilles tournaient inexorables et le soleil qui allait se lever sur Paris ce samedi matin ne réchaufferait pas le cœur de l'idole. La scène était prête pour le dernier acte, un acte qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Le samedi 11 mars 1978, Paris s'éveille sous un ciel gris, indifférent au drame qui se prépare. Dans l'appartement du boulevard Exelmans, l'effervescence est à son comble. Claude François est attendu au studio des Buttes-Chaumont pour enregistrer l'émission Les Rendez-vous du dimanche avec son ami Michel Drucker. Tout est chronométré, tout est planifié. Comme toujours, il prend un bain rapide, l'esprit sans doute déjà tourné vers la lumière des projecteurs, vers cette Amérique qui lui tend les bras, vers l'avenir, mais l'avenir, ce jour-là, ne durera que quelques secondes de plus. Dans cette salle de bain, le regard de Claude, ce regard qui ne laissait rien passer, se pose sur un détail infime, dérisoire. Une applique murale, une simple lampe qui penche légèrement de travers. Pour n'importe qui d'autre, ce n'aurait été qu'un détail insignifiant. Mais pour Claude François, l'homme qui avait bâti sa vie sur la symétrie et la perfection absolue, ce désordre était insupportable. C'est là, dans ce geste anodin, que se résume toute la tragédie de son existence. Guidé par ce besoin viscéral de redresser le monde, de corriger l'imperfection, il lève la main pour remettre la lampe droite. Il ne sait pas que ce geste sera son dernier. En une fraction de seconde, le circuit se ferme. Pas de cri, pas d'adieu, juste un bruit sourd et le silence. Un silence brutal, définitif, qui engloutit la star, le père et l'homme. Ce silence qui s'abat soudainement sur le boulevard Exelmans est assourdissant. Il marque la fin d'une époque, mais il scelle surtout à jamais les lèvres d'un homme qui portait en lui des secrets trop lourds. Car en mourant ce jour-là, Claude François emporte avec lui une vérité qu'il n'aura jamais eu le courage de révéler au monde. Loin des caméras, loin de la légende officielle, il existait une autre vie, une autre chair de sa chair. Il laisse derrière lui non seulement ses deux fils, mais aussi une fille secrète, Julie, née quelques mois plus tôt et dont l'existence ne sera révélée que 40 ans plus tard. C'est là le véritable drame de cette fin prématurée. Claude n'a pas seulement perdu la vie, il a perdu la possibilité de se réconcilier avec sa propre vérité. Il est parti en laissant une symphonie inachevée, une famille morcelée et des questions sans réponse. Lui qui voulait tout contrôler jusqu'à l'heure de ses repas et la position de ses projecteurs a été trahi par un simple fil électrique et par le hasard. Il n'a pas eu le temps de vieillir, de s'apaiser, de demander pardon ou de reconnaître publiquement cet enfant de l'ombre. La rupture du silence n'a pas eu lieu de son vivant, elle a résonné des décennies plus tard comme un écho lointain venu prouver que même la plus grande des stars ne peut pas tout cacher éternellement. Le rideau est tombé, laissant le public avec une idole figée dans sa jeunesse éternelle et une famille avec ses fantômes. Au final, que reste-t-il de Claude François une fois que la musique s'arrête et que les lumières s'éteignent? Son histoire dépasse largement la simple biographie d'une star de la variété. Elle résonne en nous comme une fable moderne, tragique et universelle sur le coup exorbitant de la perfection. Claude n'a pas été tué par un simple accident domestique. Il a été emporté par ce qui l'avait fait roi, son incapacité absolue à tolérer le moindre défaut dans le tableau de sa vie.
Ce geste fatal, cette main tendue vers une lampe de travers, n'était pas un hasard, c'était l'aboutissement logique d'une existence passée à vouloir redresser le monde, à vouloir contrôler l'incontrôlable. Il nous laisse face à une question obsédante, jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour être aimés? Claude François a construit un empire, il a fait danser des millions de gens, mais il a vécu dans la peur constante du rejet, dissimulant ses enfants et ses failles derrière un masque de paillettes inaltérable. Il nous rappelle que derrière chaque icône, derrière chaque sourire affiché sur papier glacé, il y a souvent un être humain fragile qui hurle en silence. Il cherchait l'amour de la foule pour combler le vide laissé par un père trop sévère, mais cet amour-là, aussi immense soit-il, ne suffit jamais à apaiser les blessures de l'âme. Aujourd'hui, alors que nous écoutons encore Alexandrie Alexandra ou comme d'habitude, essayons d'entendre autre chose que la mélodie. Écoutons la voix d'un homme qui a couru toute sa vie après une reconnaissance qu'il ne s'accordait pas à lui-même. Son destin est un miroir tendu à notre propre société de l'image où l'apparence compte souvent plus que la vérité. Claude François voulait être un Dieu vivant, immortel et parfait. D'une certaine manière cruelle, il a réussi. Il est resté jeune, à jamais figé dans sa gloire. Mais à quel prix? Peut-être que le véritable succès n'est pas d'être une idole parfaite, mais d'avoir le courage d'être un homme imparfait, capable d'aimer et d'être aimé pour ce qu'il est vraiment, sans artifice. Comme il l'aurait peut-être dit s'il avait eu le temps de vieillir, je ne cherchais pas la lumière pour briller, je la cherchais pour ne plus avoir peur du noir. C'était l'histoire de Claude François, l'homme qui a vécu à 100 000 volts et qui s'est éteint comme il a vécu dans un dernier éclair de perfectionnisme. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage au cœur de l'intime. N'oubliez pas que derrière chaque légende, il y a un silence qui attend d'être écouté. Abonnez-vous à Icônes à silence pour découvrir d'autres vérités cachées. À bientôt.